bonjour à tous. Merci au professeur Tessier de m'avoir invité pour ce colloque. Merci bien sûr à Planète Sociale, merci à l'UMM, merci à l'ensemble des partenaires. Le sujet qui m'a été attribué, je cite, « Les missions générales de la branche professionnelle ». Quel sujet! Quel sujet, car ce matin encore, je doutais du nombre exact de branches qui existent à la suite de l'ensemble des restructurations et de regroupements. Quel est le chiffre exact, s'il vous plaît? Selon le site que j'ai consulté, qui est un site officiel, en comptant le nombre de numéros de brochures. Et j'ai vérifié chacun des numéros de brochures, avec lequel le numéro IDCC n'a pas été supprimé. Il y aurait, il me semble, 237 branches professionnelles. C'est quand même un nombre important. Il me semble. Mais qui dit mieux? C'est un mystère. On est tous confrontés à ce mystère, on le sait très bien. 237 branches professionnelles, donc 237 branches professionnelles qui parlent et qui exercent une mission. En 2022, 18,9 millions de salariés couverts. Et je sais que certains ne sont pas couverts, on l'a entendu encore. Bilan de la négociation collective 2023, ça a été cité juste avant, 1122 accords de branche. Alors ceux qui doutent, tu le disais Philippe, ceux qui doutent des missions de la branche ou qui ont peur que la branche soit affaiblie, je ne sais pas où est cet affaiblissement tant redouté. Qu'elle soit concurrencée, oui, mais dans la vie, quand on grandit, on est tous un peu concurrencés. Et il faut s'affirmer. Pour évoquer les missions générales de la branche professionnelle, il faut constater qu'il y a un texte unique. Un texte unique, mais à plus d'un titre, un seul texte. L2232-5-1 du Code du travail, pour lequel nous allons faire l'exégèse, qui a été adopté par la loi du 8 août 2016. Ce texte unique, au sein des règles applicables à chaque niveau de négociation, est unique parce qu'il ne définit les missions d'un niveau de négociation que pour la branche. Cherchez. Dans tous les autres niveaux de négociation, on ne définit pas les missions des partenaires sociaux. Cela vient de manière intuitive. Au niveau de l'entreprise, il faut adapter. Au niveau du groupe, il faut organiser les relations entre les entreprises du groupe. C'est intuitif, mais ce n'est pas écrit dans le texte. Là, on l'a écrit. Rien de similaire n'existe. Mais alors, la première question du béotien, vous l'imaginez bien. Pourquoi avoir pris le soin de définir les missions de la branche et non celles des autres niveaux de négociation? Pourquoi? Je laisse la question en suspens, on va y répondre. Unique, un texte unique dans son existence. Unique également dans son application. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule application, la loi de 2016, néanmoins. J'ai cherché en vain l'utilisation de ce texte, dont je rappelle, L2232-5-1, dans toute la jurisprudence sur la fusion des branches, en me disant, ça inspire la fusion des branches. Il faut remplir cette mission. Jamais le Conseil d'État ne vise ce texte. Il n'a visé ce texte que dans sa célèbre décision du 7 octobre 2021 au sujet de l'articulation entre les conventions de branche et les accords d'entreprise sur les salaires minima hiérarchiques, SMH. Et donc on voit que les missions générales sont en lien avec l'articulation des normes dans le raisonnement retenu par le Conseil d'État. C'est dire avec ces quelques exemples, ces chiffres, cette analyse un peu textuelle et jurisprudentielle, c'est dire si la question des missions de la branche professionnelle est de nature ontologique et de nature même politique. Et pour comprendre cette ontologie, pour comprendre cette politique, il convient de revenir sur les termes du débat, une analyse un peu pure des termes du débat, et aussi sur son histoire, avant d'explorer ensemble, bien sûr, l'exégèse des missions générales de la branche professionnelle en tant que vecteur de régulation de la concurrence sociale, on le verra, soit impérative, soit supplétive. Alors les notions, la définition des termes est un préalable indispensable. Vous savez, elle a l'avantage d'offrir une approche initiale pure d'un sujet. Et pour reprendre Socrate comme Héraclite, rien ne peut être connu si l'on ne se connaît pas d'abord. Alors, qu'envisageons-nous par mission? Une mission est une tâche confiée à une personne ou à un organisme. Le quoi? Pour quoi, en deux mots. La mission, c'est aussi, je cite, le but auquel un homme, un peuple, une profession semble destiné, une fonction assignée à une chose ou à une personne. C'est le pourquoi, en un seul mot. Quoi? Pourquoi? L'objet et la finalité. L'objet et la finalité peuvent se recouper,
Mais la finalité peut imprimer à l'objet une intensité particulière. Selon la finalité, l'objet devient plus important. En matière de négociation collective, on le sait, la mission, l'objet, la finalité, la mission est définie à l'article L2221-1 du Code du travail. Les droits des salariés à la négociation collective intéressent l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ainsi que leurs garanties sociales. La négociation collective, qu'elle soit de branche ou d'un autre niveau, est donc un élément essentiel afin d'exprimer des revendications professionnelles sur ces termes. Elle participe à la détermination collective des conditions de travail. Vous avez en référence l'alinéa 8 du préambule de la Constitution 1946. Le spectre est donc large. Au sein de cette mission générale attribuée à la négociation collective, il convient de déterminer quels buts et quels objets sont assignés à chaque niveau de négociation. La définition des missions de l'un rejaillissant nécessairement sur celle de l'autre. Pour ce faire, il faut avoir à l'esprit quelle définition offrir au niveau en cause. C'est à ce stade de la réflexion que la définition de la branche devient prégnante. Vous avez tous fui la question. Nous vous avons entendu. Vous avez dit « je ne répondrai pas à cette question ». Et permettez-moi de vous dire que d'un point de vue ontologique, si je ne sais pas qui tu es, je ne peux pas parler de tes missions. Alors, qu'est-ce qu'une branche ? Par une lecture combinée structurante des différents niveaux, la branche ne peut être définie, si on regarde juste les textes, la branche ne peut être définie que comme le niveau qui regroupe plusieurs entreprises. Ça, c'est sûr et certain, sans appartenir à un groupe uniquement, avec des liens capitalistiques ou contractuels, et visant une profession ou plusieurs professions déterminées, mais non toutes, sinon c'est interprofessionnel. Et cela n'exclut pas l'existence de sous-branches d'activité. On verra ça après lors de la prochaine table ronde, c'est ce qui est extrêmement intéressant. C'est la raison pour laquelle il faut citer la décision du Conseil d'État du 17 juin 2002, s'agissant de la Fédération nationale CGT du personnel des secteurs financiers, l'arrêt Caisse d'épargne, qui considère qu'une branche suppose des entités différentes et une spécificité de l'activité ou des activités communes. Ontologiquement, avec cette définition, des entités différentes, des entreprises différentes, ayant une activité commune mais spécifique aux autres, ontologiquement, dans une vision pure, la mission générale de la branche, avec cette définition, est de déterminer dans les entreprises ayant des activités communes, les conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail et les garanties sociales. Et donc, ontologiquement, par son périmètre, la branche a pour mission d'élaborer une loi de la profession. C'est sa mission fondamentale, une loi de la profession. En reprenant la théorie de la causalité d'Aristote, on pourrait même considérer que c'est sa cause matérielle, formelle, motrice et finale. L'histoire confirme cette définition pure, avec quelques subtilités toutefois. Car la branche doit apprendre à coexister avec les autres niveaux qui ont leur mission à poursuivre. Maintenant qu'on voit une définition pure, ce que peut être la branche, faisons un peu d'histoire. Quand est née la branche ? Quand est née la branche, c'est surtout comment a-t-elle évolué ? Faisons un peu de darwinisme juridique pour comprendre l'évolution de ces missions qui ont abouti à la loi de 2016. Quand est née la branche ? On peut adopter deux approches. Une approche un peu institutionnelle, tournée vers ses acteurs, et une approche, bien sûr, beaucoup plus normative comme lieu de dialogue social. Si l'on pense aux acteurs, l'idée d'une branche, parfois, est défendue comme l'ancêtre, tout simplement, comme ayant pour ancêtre, les corporations. C'est-à-dire la réunion des représentants d'employeurs et des salariés dans un secteur d'activité, avec un droit autonome. Et c'est vrai que parfois, on le retrouve dans son esprit. Sous l'angle normatif, l'ancêtre de la convention collective de branche est à chercher dans l'histoire même du syndicalisme. En donnant un statut juridique aux syndicats professionnels, la loi du 21 mars 1884 ouvre la voie à une institutionnalisation de leur intervention dans le champ des relations socio-professionnelles. Nés spontanément, les premiers contrats collectifs signés en vue de mettre un terme aux grèves eurent pour objet, rappelez-vous, d'imposer des normes minimales en matière de sécurité et de fixer un tarif minimum, un salaire minimum, autrement dit. Il s'agissait donc de réguler la concurrence soit par l'addition de contrats collectifs signés individuellement par des employeurs, mais parfois, et c'est ça le plus surprenant, on a vu apparaître territorialement, des accords qui concernaient un secteur d'activité
avec plusieurs employeurs signataires du même accord, voire un groupement représentant ces employeurs-là. Citons en 1869 les Canuts de Lyon, ouvriers tisserands de la soie, dans le quartier de la Croix-Rousse. Allez le visiter, il est très joli. Ils ont établi avec les donneurs d'ouvrages, les entreprises artisanales industrielles d'alors, un traité conventionnel, un tarif conventionnel. On suivi le pas les rubaniers de Saint-Étienne qui ont négocié un accord collectif sur les tarifs. Ce sont les ancêtres préhistoriques des accords de branche à l'époque territoriaux. Mais la liberté contractuelle individuelle était reine. Il était permis par une stipulation d'écarter ces accords de branche territoriaux. Et malheureusement, on retiendra de cette période que la raison d'être originelle est de limiter la concurrence sur les tarifs et la sécurité, mais qu'il faut un appui législatif pour aboutir à cette régulation. La loi du 25 mars 2019 est la première qui donna un statut juridique, on le sait, à ce qu'on appela alors les contrats collectifs de travail. Mais d'inspiration libérale, elle eut malheureusement une portée très relative. Très relative. Il était envisagé dans les textes, pourtant, de signer des conventions avec un groupement d'employeurs qui était étendu à une région ou à tout le territoire au profit d'une profession. Mais l'expérience libérale a échoué. Comme l'a exposé le rapport du Conseil national économique rédigé par Pierre Laroque, déjà à l'époque, en février 1934. Je cite, « Après une floraison passagère, en 1919 et 1920, les conventions collectives ont progressivement disparu, ne conservant une importance que dans un petit nombre d'industries, soit en raison de la forte tradition corporative de ces industries, la corporation, soit en raison de leur concentration et de la force particulière des organisations ouvrières. La branche apparaissait mais timidement. Ce rapport sert de base à la célèbre loi sur l'extension des conventions collectives votée le 23 juin 1936, il y a l'arrivée au pouvoir du Front populaire. L'accord collectif est utilisé comme un moyen d'uniformiser les conditions sociales de la concurrence à travers le mécanisme de l'extension. On l'a, c'est l'acte de naissance de la branche, 24 juin 1936. Alors l'écueil, peut-être, était que la charte de toute la profession, comme le disait Paul Durand, la charte de toute la profession ne concernait seulement que les branches de l'industrie et du commerce, excluant les professions libérales et agricoles. Quoi qu'il en soit, les missions alors assignées ressortent des clauses obligatoires de la Convention sous peine de ne pas pouvoir être étendues. Ces clauses couvraient deux thèmes fondamentaux. D'abord, les conditions de travail, avec les thèmes classiques, délais, congés, apprentissage, salaire minima par catégorie et par région. Ensuite, les rapports collectifs, la liberté syndicale et les délégués du personnel. Les parties pouvaient même stipuler des clauses supplémentaires. Et c'est là que sont apparus les avantages liés notamment à la prévoyance et la retraite dans les accords de branche. On se sont assignés une mission supplémentaire. Le succès fut au rendez-vous. Entre juin 1936 et 1939, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, 5681 conventions furent déposées au sein du ministère du Travail. Très intéressant. Comment la branche a-t-elle grandi? Alors voyons un peu l'adolescence de la convention de branche ou de la branche professionnelle. Je passe la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Les lois qui suivent confortent le mécanisme de l'extension de la couverture conventionnelle. Mais vous savez, quand on est adolescent, on est un peu trop contrôlé par son père ou sa mère. Et là, il y a eu un trop fort contrôle de l'État. C'est la loi du 23 décembre 1946, qui constitue une parenthèse marquée par la mainmise de l'État. Pourtant, la branche est mise en avant. Une hiérarchie est organisée. Les conventions nationales devaient être conclues les premières, ce qui ouvrait la voie aux conventions régionales puis locales qui devaient adapter les règles. Mais la loi ne permettait de conclure qu'une seule convention par branche et surtout, même si la branche dominait, elle était sous l'autorité de tutelle de l'État. Le gouvernement devait agréer les branches. L'échec fut complet, sauf pour le secteur bancaire. La branche du secteur bancaire. Il fallait donc trouver un nouvel équilibre, un nouvel essor entre la branche, l'État, mais aussi les autres niveaux. C'est le moment de la maturité de la branche, l'âge adulte.
avec l'adoption de la loi du 11 février 1950 qui annonce le retour à la liberté conventionnelle. Le législateur a englobé dans cette négociation de branche les salariés agricoles, les gens de maison, les officiers publics ministériels, les professions libérales. Tous les secteurs d'activité sont concernés. La liberté est retrouvée dans les différents niveaux de négociation. Branche d'activité, profession. La profession regroupant plusieurs branches. Souvent, on se demande ce que signifie la profession. C'est lorsqu'elle regroupe plusieurs branches. Il faut relire les travaux préparatoires de la loi du 11 février 1950. Le niveau interprofessionnel et le niveau, à l'époque, de l'établissement. On ne parlait pas d'entreprise. Il est renoncé à la hiérarchie posée en 1946, mais toutefois, il est prévu à l'article 31 I de la loi, du livre premier du Code du travail, le principe de faveur. Le principe de faveur. Et puis, l'article 31F reprend cette idée que seule la convention collective qui a pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire était susceptible d'extension. C'est l'âge d'or de la branche professionnelle. Et la lecture du traité de droit du travail de Paul Durand et André Vitu est éclairante. Je cite, « Forme moderne du contrat social ». Regardez la mission qu'il leur est donnée. Forme moderne du contrat social qui fait disparaître l'inégalité qui entache les rapports individuels. La convention collective de branche entraîne une uniformité des conditions de travail qui atténue la concurrence entre employeurs en égalisant les charges sociales, étant enfin à l'organisation de la profession. Au-delà de l'aspect normatif, c'est l'organisation de la profession. L'âge d'or, mais l'âge d'or peut être suivi, vous le savez, de crise. Alors, est-ce que la branche a vécu la crise de la quarantaine? Bonne question. La loi du 13 juillet 1971, élaborée après une large consultation des partenaires sociaux, aménagea la loi 1950 sans la bouleverser. Une plus grande autonomie est donnée aux accords d'entreprise. Qui peuvent maintenant négocier plus librement sur l'ensemble des thèmes. Ils ne sont plus limités dans leur objet, mais en soi. En soi, l'articulation branche-entreprise n'est pas remise en cause. Pourtant, si on reprend un article du professeur Despax, à l'époque, je cite, « Ce faisant, en élargissant la négociation d'entreprise, la loi avait mis en place les conditions d'un affaiblissement progressif de la branche, déjà à l'époque, précurseur. En favorisant la conclusion de conventions dans le cadre de l'entreprise, le législateur abandonne en 1971, je cite, « le fétichisme de la branche d'activité ». Le fétichisme de la branche d'activité. Alors, peut-être cette lecture était exagérée, parce que dans le même temps, il y a une loi de 1971, la loi Delors, rappelez-vous, qui a mis en avant la branche en termes de formation professionnelle. Alors avançons de 10 ans, la loi du 13 novembre 1982, qui a proposé de développer la négociation au niveau de l'entreprise. C'est vrai. La négociation au niveau de l'entreprise a été développée, avec une obligation de négociation au niveau des entreprises. Mais il a été instauré aussi dans cette loi une obligation de négociation au niveau des branches, parallèlement. Et en prévoyant une obligation de négociation au niveau des branches, on donne aux missions un caractère cyclique. Elles sont inscrites dans le temps. Spécialement une réévaluation annuelle des salaires, spécialement une réévaluation quinquennale sur les classifications professionnelles. Certains ont vu une menace pour les branches lors de l'adoption de la loi. Pourtant, elle s'inscrit dans la continuité de la loi 1971, qui s'inscrivait dans la continuité de la loi 1950. Après l'adoption de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail, qui a autorisé les accords dérogatoires à la loi sur certaines dispositions légales. Les accords dérogatoires à la loi sur certaines dispositions légales. La conventionnalisation de la durée du travail, cette idée qu'elle est établie maintenant par accord, a fait naître la pensée selon laquelle l'accord peut se libéré de la loi, donc l'accord d'entreprise pourrait se libérer de la branche. Mais ce n'était pas prévu par les textes. Une brèche a été ouverte dans la réflexion, mais elle n'a pas été traduite dans les textes. Surtout qu'au même moment, en parallèle, la négociation obligatoire au niveau de la branche s'est densifiée au fil de 6 réformes intervenues, de la loi du 2 août 1989 à celle du 31 décembre 2003. La crise de la quarantaine est passée. Mais qu'en est-il de la crise de la cinquantaine? Et c'est là où apparaît
une période de transformation spectaculaire car incessante, en reprenant les propos du professeur Anton Mattei. La loi du 4 mai 2004 ouvre le bal. La loi du 4 mai 2004 ouvre le bal. L'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise est revisitée, avec l'amorce d'une autonomie de ce dernier. Il est prévu la possibilité de déroger par un accord de niveau inférieur à un accord de niveau supérieur, l'entreprise par rapport à la branche, sous réserve que les négociateurs de la branche ne prévoient pas une clause de verrouillage, imposant le principe de faveur, on le sait, et sous réserve de domaines sanctuarisés à l'époque, 4, les salaires minima, on les appelait comme ça à l'époque, les classifications, les garanties collectives, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle. Une logique de subsidiarité entre les niveaux de négociation apparaît. De même, dans cette loi est consacré l'accord de groupe, qui peut venir concurrencer les autres niveaux comme l'accord de branche, sur certaines questions, s'agissant des mobilités professionnelles notamment. Le bal continue, avec la loi du 20 août 2008, est affirmé le principe d'autonomie des niveaux de négociation au sujet de la question de la dérogation à la loi par accord à la durée du travail. Pourquoi ? Lorsqu'on lit les travaux préparatoires, rappelez-vous les travaux préparatoires de la loi de 2008, c'est la pratique courante des clauses de verrouillage qui a poussé le législateur à favoriser la prévalence de l'accord d'entreprise en matière de temps du travail, spécialement le contingent annuel d'heures supplémentaires et les majorations liées aux heures supplémentaires. La branche perd sur ce point l'une de ses fonctions historiques de régulation des normes en matière de durée du travail. Même si elle se sent menacée, la branche conserve cependant son rôle en définissant pour les entreprises qui ne peuvent pas négocier des normes subsidiaires. C'est ce que l'on constate dans un rapport qui a été fait sur la loi de 2008. Les entreprises qui ne peuvent pas négocier ont besoin de la branche. Mais la menace devient plus pressante. La menace devient plus pressante lorsqu'a envisagé la loi du 8 août 2016, s'inspirant du rapport Combrexel rendu en septembre 2015, qui adopte les dispositions relatives à la durée du travail, au repos et au congé, qui adopte pour ces dispositions une nouvelle architecture distinguant, vous le savez, les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives. La dérogation conventionnelle se généralise avec la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, la fameuse expression « à défaut d'accord d'entreprise, on applique l'accord de branche ». Et c'est pour répondre notamment à ce sentiment de menace sur la branche qu'a été adopté l'article L2232-5-1 du Code du travail. Rappelez-vous, je vous demandais, mais pourquoi ce texte existe alors qu'il n'existe pas pour les autres niveaux ? C'est lié à ça. Je cite, rapport à l'Assemblée nationale. Si le dialogue social au sein de l'entreprise a particulièrement été mis en exergue, il le faut, bien sûr, on le sait, avec la généralisation des accords dérogatoires, le niveau de la branche mérite également d'être soutenu en définissant ses missions. Parce qu'elle se sentait menacée, on a voulu rappeler ses missions. Sois rassuré, tu vas passer la crise de la cinquantaine avec force et avec sagesse. Le texte s'inspire du rapport Combrexel, qui avait identifié 4 missions accomplies par les branches. La définition de ce qu'il nommait un ordre public conventionnel. L'expression est hasardeuse, mais on en comprend l'idée. Un rôle de prestataire de services vis-à-vis des entreprises, afin de proposer des accords types d'entreprise. La définition des stipulations supplétives applicables en l'absence d'accord d'entreprise, soit un socle conventionnel solide pour les chefs d'entreprise des TPE et des PME. 4e mission, l'organisation d'une gestion prévisionnelle des effectifs au niveau de la branche, notamment avec la formation professionnelle. Dans un rapport remis au même moment à la ministre du Travail, mais un peu moins connu, le conseiller Quinqueton a mis en avant, comme pour regrouper toutes ces missions, l'objectif de réguler la concurrence, soit en la limitant, soit en la développant, en la favorisant. La branche aurait en somme pour mission de garantir une concurrence saine, loyale et transparente. Le texte alors adopté vise 2 missions. Définir les garanties applicables pour les thèmes sanctuarisés, définir les thèmes applicables pour lesquels le principe de faveur s'applique, les clauses de verrouillage, et 3e mission, réguler la concurrence entre les entreprises. Ultime étape de la refonte
de cet ordonnancement normatif, et non des moindres, qui n'auraient pas eu lieu sans les précédentes, tant la filiation est évidente. C'est la réforme issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, bien sûr. La primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche est érigée en principe. Et le sanctuaire de la branche est revisité autour de l'architecture dite des 3 blocs, mettant fin au principe de faveur. Par ajustement, l'article L2232-5-1 est modifié, juste par ajustement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les nouvelles règles d'articulation avec la branche concernent non pas seulement l'accord d'entreprise, mais également l'accord de groupe. La branche doit s'identifier par rapport à l'entreprise et par rapport au groupe. Ultime étape de la refonte, mais pas ultime étape des missions. L'ultime étape des missions est celle qui résulte de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La branche s'est vue confortée dans sa mission de régulation de la concurrence, car la branche est au cœur du dispositif de formation professionnelle en matière de GPEC, en matière d'élaboration des certifications professionnelles, et on en a besoin de personnes compétentes pour une saine concurrence, en matière de pilotage et du financement de l'apprentissage. À 78 ans, donc à 78 ans ce jour, la branche bénéficie d'un texte de droit positif garantissant la sagesse de ses missions. Le texte final et principal est donc le suivant, vous l'attendiez, je l'imagine. Nous allons en faire l'exégèse. La branche a pour mission 1. De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2. 2. De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. Ces 2 missions, à l'analyse, sont liées, surtout lorsqu'on reprend les travaux préparatoires. Citons le rapport à l'Assemblée nationale. Cette définition des missions met en exergue le rôle de régulation de la concurrence. Le petit 1 et le petit 2 doivent être lus ensemble. Comme le rappelle M. Combrexel, le rapport cite M. Combrexel, la plupart des organisations professionnelles voient en effet dans la négociation conventionnelle le moyen de limiter les risques d'une concurrence entre les entreprises d'un même secteur qui se ferait par du dumping social, c'est-à-dire concrètement au détriment de l'emploi. Le terme régulation laisse songeur. Certains renvoyant cette notion au droit souple à la différence de la réglementation. Lorsqu'on hésite sur l'interprétation d'une notion légale, comme la régulation, il convient, à mes yeux, de se référer seulement à l'intention du législateur. Et en l'occurrence, l'expression régulation est utilisée autant comme une réglementation, des normes, bien sûr, mais également comme une régulation de la profession dans son ensemble. Avec le développement, tout simplement, afin d'assurer le développement économique du secteur d'activité, que l'on songe à la formation professionnelle. La compréhension des missions régulatrices de la branche impose surtout de se rappeler qu'elles sont en lien avec le régime de l'extension réglementaire, loi 1936. L'article L2232-5-1, qui est le cœur de ce sujet, l'article L2232-5-1 du Code du travail doit être ainsi lu en contemplation des articles L2253-1 et suivants, bien sûr, mais aussi de l'article L2261-22 sur les conditions d'extension, prévoyant 16 thèmes, dont 11 obligatoires. Des réformes récentes, la branche ne sort pas nécessairement amoindrie. Elle joue toujours, à l'évidence, son rôle de loi professionnelle sur des thèmes majeurs. Mais cette loi professionnelle peut contenir des dispositions tout autant impératives que supplétives, et en soi, ce n'est pas grave. Qu'une norme soit supplétive, ce n'est pas grave. Le Code civil en regorge et ce n'est pas grave. À la lecture des textes, et même à l'aune de l'histoire des missions de la branche, la régulation de la concurrence sociale peut prendre 2 voies, vous l'avez compris. La première est celle d'une régulation impérative à l'égard des entreprises. La seconde voie des missions de la branche, c'est la régulation supplétive à destination des entreprises. Nous verrons donc, dans un premier temps, une régulation impérative de la concurrence sociale, et dans un second temps, une régulation supplétive de la concurrence sociale. Régulation impérative. Nous allons analyser évidemment les articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail, qui identifient dans un bloc 1 13 thèmes et qui identifient dans un bloc 2 4 thèmes.
le fait que le législateur ait identifié des thèmes précis signifie bien que les missions de la branche sont importantes. Si l'on prend le domaine légal, il y a 13 thèmes. Mais permettez-moi des morceaux choisis. Prenons les salaires minima hiérarchiques. C'est poser la question de savoir si la branche peut déterminer librement le contenu des salaires minima hiérarchiques. Est-ce que c'est simplement le salaire de base ou est-ce qu'on peut intégrer certaines primes? Et ce fut la question qui a été posée à l'égard de la renégociation de l'accord du secteur des transports terrestres qui a opéré l'intégration dans les salaires minima hiérarchiques des modalités du travail de nuit, des jours fériés et des dimanches, de certaines primes. Certains y ont vu une clause de verrouillage déguisée. Vous empêchez à l'entreprise de négocier sur ces points-là alors que ça coûte cher. Le Conseil d'État a statué en s'opposant à l'administration du travail, qui avait émis des arrêtés d'extinction avec des réserves, en considérant que la liberté contractuelle a vocation à s'appliquer. Et faute, pour les dispositions citées, de définir la notion de salaire minima hiérarchique, laquelle n'est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires, il est loisible à la convention de branche de définir les salaires minima hiérarchiques. C'est la décision du 7 octobre 2021. Deuxième thème important, morceau choisi, les classifications professionnelles, qui sont en lien avec les salaires minima hiérarchiques. L'objectif est de corréler une échelle de salaire pertinente pour la profession en lien avec la valeur de la force de travail à l'aune des catégories professionnelles. La mission est colossale. À l'ouverture des négociations de branche dans les années 70, rappelez-vous, 3 critères principaux étaient pris en compte: la connaissance, l'autonomie et la responsabilité. Et pour ces 3 critères principaux, il fallait avoir une classification fondée sur l'emploi et non pas sur les postes. Certaines branches ont fait évoluer avec une méthode classique de 131 critères classants. 131 critères classants. Le passage d'une société post-industrielle à une société numérique et technologique a bouleversé l'organisation du travail et on a dû repenser ces critères, repenser les classifications. Et comme je suis au temple de lui-même, comment ne pas citer la nouvelle convention collective nationale en date du 7 février 2022 qui a dégagé 6 critères classant communs à tous les emplois, qui sont alors démultipliés en 10 degrés d'exigence. Ce travail est colossal. Voilà la mission attribuée. Troisième mission, la mission de mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle. Par essence, la mutualisation suppose qu'elle soit faite au-delà du niveau de l'entreprise. Citons les garanties collectives complémentaires, mentionnées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale. Oui. Quelques instants. Et sur ces garanties complémentaires, on se pose la question, est-ce que ça vise toute la protection sociale complémentaire ou est-ce que ça vise simplement ce qui est énoncé à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations de haut degré de solidarité? Troisième voie, est-ce que ça viserait peut-être les hypothèses où des garanties collectives sont mises en place avec une clause de recommandation, ce qui justifie une solidarité au niveau de la branche, qu'on ne puisse pas y déroger au niveau de l'entreprise sur les garanties définies. Que dit la pratique? À la lecture de la CCN Métallurgie du 7 février 2022, cela vise toutes les garanties de prévoyance. Ce n'est pas la lecture littérale du texte et on peut se poser quelques questions. Sont encore visés le temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la période d'essai, conditions et durée de renouvellement, le transfert conventionnel d'entreprise, système de préservation de l'emploi qui a été validé par le Conseil d'État comme ne portant pas une atteinte disproportionnelle à la libre concurrence. Les contrats atypiques de travail, CDD bien sûr, et intérim, et quelques dispositions ont été toutefois oubliées comme le CDD d'usage. On voit le domaine légal est très large. Sur le domaine conventionnel, 4. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, spécialement les risques physiques et les risques matériels, ce qui renvoie à des mesures de renforcement du suivi médical, des mesures d'abondement du compte personnel de prévention. Deuxième thème, où une clause de verrouillage est possible pour le bloc 2, effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours professionnel. Quatrième thème, les primes pour travaux dangereux et insalubres. Pour l'ensemble de ces thèmes, la prévalence de la branche et des missions de la branche n'exclut pas toutefois la négociation d'entreprise. Les deux textes permettent la négociation d'accords d'entreprise sous réserve qu'elles organisent
des garanties au moins équivalentes. Cela suppose toutefois une situation de conflit. Et comme le révèle l'administration dans le bloc 1, le numéro 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 écarte toute situation de conflit entre la branche et l'entreprise. Elle est inconcevable. Transfert conventionnel d'entreprise, en quoi l'entreprise pourrait négocier un accord d'entreprise qui va dire à une autre entreprise « tu n'es pas soumis à l'accord de branche sur cette stipulation-là ». C'est inconcevable. Il s'ensuit que seulement 5 thèmes sont soumis à cette équivalence, cette possible équivalence par accord d'entreprise. Les salaires minima hiérarchiques, les classifications, les garanties collectives complémentaires, la fixation d'une durée du travail sur une durée supérieure à la semaine, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La résolution du conflit soulève des difficultés. L'équivalence, ce n'est pas le plus favorable. Il ne faut pas que ça soit moins favorable. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et il faut apprécier, on nous dit, ligne de garantie par ligne de garantie. C'est-à-dire petit 1, on apprécie au regard de l'ensemble des avantages qui sont visés dans le petit 1, etc., etc. Et le Conseil d'État a estimé, pour les salaires minima hiérarchiques, qu'il était possible pour une entreprise de modifier les éléments permettant le calcul des salaires minima hiérarchique. Régulation impérative, régulation supplétive de la concurrence sociale, je ne dirai qu'un mot. La régulation supplétive de la concurrence sociale prend 2 formes distinctes à la lecture des textes et d'inégale importance. D'abord, la branche a pour rôle d'élaborer des normes supplétives. Et ces normes supplétives sont des normes de référence pour les entreprises qui ne peuvent pas négocier et des normes de référence pour les négociateurs des entreprises qui souhaitent négocier. On a une multiplicité des textes pour la durée du travail. On a un principe général posé à l'article L2253-3. Mais la supplétivité ne concerne pas que les normes supplétives, c'est aussi un accompagnement supplétif. Comme l'a écrit pertinemment Mathieu Allot, les règles du jeu conventionnel ont changé. Il s'agit de questionner la place de la branche comme un espace de ressources et de services. Il y a un accompagnement supplétif prévu par la loi mais peu exploité. La rédaction d'accords types, organisée à l'article L2232-10-1. Et ces accords types sont nécessaires pour permettre une extension de l'accord collectif, comme le précise l'article L2261-23-1. Et à la lecture d'une étude récente, qui concerne, il me semble, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les accords types proposés, non pas par accord de branche, mais par une organisation professionnelle de la branche, sont suivis. La mission des branches, si elles sont là, négocier des accords types, accepter cette part de supplétivité. Je vous remercie. Merci.